Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast de Senpai, la chaîne qui décrypte le monde du logiciel SaaS et de l'écosystème startup. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Guillaume Rostand, CMO, Chief Marketing Officer chez Liligo et président de la French Tech Barcelone. Dans cet épisode, nous reviendrons sur le parcours personnel de Guillaume de Paris jusqu'à Barcelone en passant par Shanghai et comment il est tombé amoureux de cette ville qui est Barcelone au point de ne plus vouloir la quitter. C'est un podcast en 2 temps que vous allez découvrir puisque dans la première partie, nous échangerons sur son rôle de CMO chez Liligo et comment cette entreprise dans le travel, le voyage, a géré et gère encore cette crise sanitaire aujourd'hui. Dans un second temps, Guillaume nous expliquera avec une passion intense son rôle au sein de la capitale French Tech, Barcelone. Et ce que j'adore chez Guillaume, c'est la manière dont il raconte cette histoire car Barcelone, en plus d'être un lieu paradisiaque, à bien des égards, est un hub pour les entreprises qui souhaitent se développer. Avant de vous laisser découvrir ce nouvel épisode, merci à toutes et à tous pour déjà écouter cette chaîne et notre épisode que nous avons plaisir à animer. Et si vous souhaitez nous aider, laissez-nous une petite note sur Spotify ou Apple Podcast en fonction de là où vous écoutez et parlez du podcast autour de vous. Cela nous aidera grandement. Ceci étant dit, je vous laisse maintenant avec mon interview de Guillaume Rostand, CMO de Liligo et président de la French Tech Barcelone. Très bonne écoute sur le podcast de Senpai. Alors Guillaume, bienvenue. Salut David. Ravi de t'avoir aujourd'hui Guillaume. En tout cas, c'est un plaisir de te recevoir puisqu'aujourd'hui tu viens témoigner un peu à double facette, que tu as plusieurs casquettes à ton effigie. Mais avant de commencer le podcast en pleine puissance, est-ce que tu pourrais, Guillaume, pour l'audience, te présenter, raconter un petit peu d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, et comme ça nous fera une belle introduction. Ok, bien sûr. Bah, écoute, merci beaucoup pour cette invitation. C'est toujours un plaisir de partager et de se parler. On se connaît depuis quelques mois et je pense qu'on a plein de centres d'intérêt communs et vraiment merci pour cette invitation. Et puis en plus, j'adore parler de moi, donc ça tombe très très bien. Alors, moi, je m'appelle Guillaume Rostand, j'ai 39 ans. Ça fait maintenant 10 ans que j'habite à Barcelone et je viens de Paris, mais donc entre Barcelone et Shanghai où j'étais avant, ça fait 12 ou 13 ans que j'ai quitté la France. Euh, et j'ai toujours bossé, je suis marié, j'ai des enfants, bon, tout va bien. Et mon parcours professionnel, il s'est toujours fait autour de la tech et du digital. J'ai commencé il y a des années pour un site qui s'appelle eBay, qui était à l'époque, qui est toujours un gros site, mais qui était à l'époque beaucoup plus gros et vraiment un acteur clé du e-commerce. Ça a pas mal changé depuis, mais c'était très Un peu connu. formateur. Ouais, c'était très formateur parce que dans les années 2005-2006, c'était un écosystème qui était encore en construction. On était un peu en fait, à la reprise après le crash de la bulle de 2000-2001. C'était des années où vraiment le business digital commençait à se solidifier, on va dire, rentrer dans l'âge adulte. Et c'était une super école de formation. Et il y a beaucoup d'anciens d'eBay, PayPal, qui étaient liés, qui ensuite ont essaimé partout dans la tech. Donc j'ai commencé là. Après, j'ai passé 1 an et demi à Shanghai, où j'ai commencé à être directeur marketing pour un site de vente de mobilier en ligne, Direct Usine, d'où son installation à Shanghai. Et j'en suis rentré au bout d'1 an et demi et j'ai passé quelques mois en France. Vraiment, j'ai pas du tout aimé ce retour en France. Avec ma femme, on a vraiment pas, si tu veux, après avoir vraiment un peu ouvert les yeux sur la diversité du monde et avoir vécu une expérience fabuleuse à Shanghai, revenir à Paris, d'où moi j'étais originaire, où j'avais passé toute ma vie, toutes mes Mhm. études, euh, on s'est Tu dit qu'il sentais le fallait qu'on parte tout décalage. de suite. Ouais, Ouais. en décalage et puis voilà, 1 an et demi en Chine c'est bien, c'est pas assez c'est pas assez, t'as juste un peu tu vois, le sentiment de frustration de à ne pas avoir assez goûté à l'exotisme d'une vie à l'étranger. Et donc on est très vite reparti à Barcelone en se disant que c'était peut-être qu'une étape parce qu'en fait on ne savait pas pour combien de temps on voulait rester et on connaissait pas C'était bien assez la nouveau ville. en plus comme pays. T'avais Ouais, jamais mis tes valises là-bas. non, je connaissais pas, j'avais dû le visiter une fois comme ça, et puis en fait Barcelone est un piège à loup. J'appelle ça un piège à loup parce que on y met une patte et on peut plus jamais en ressortir, tout simplement parce que c'est
Je veux dire, c'est pour moi quand je dis la plus belle ville du monde, je le crois, mais parce qu'il y a un mélange de choses, évidemment, qui sont liées à la qualité de vie, mais pas uniquement. La qualité de vie, la qualité des gens, la capacité, le dynamisme professionnel, la proximité avec la France. Enfin, il y a tout un ensemble de choses qui font que c'est le lieu idéal où vivre, où faire du business sous certaines Bien sûr. conditions, où avoir des enfants. Et donc, depuis 10 ans, j'ai eu plusieurs postes de directeur marketing dans le travel. D'abord pour un site de réservation d'hôtels de luxe qui s'appelait Splendia, qui a été revendu à Voyage Privé et qui aujourd'hui a disparu, je crois. Et depuis 4 ans, chez liligo.com, qui est un comparateur de vol Un on peu peut dire connu dans son marché quand historique, même. voilà, qui est historique et qui appartient au groupe eDreams Odigeo, d'où la présence à Barcelone, parce que le groupe eDreams est espagnol et basé ici. Et voilà, donc sur une quinzaine d'années de vie professionnelle, j'en ai passé déjà 12 ou 13 comme directeur marketing. Entre ces deux expériences dans le travel, c'est-à-dire Splendia entre 2011 et 2015 et Ligo depuis 2017, j'ai monté des boîtes, j'ai vécu des succès, des échecs, j'ai fait beaucoup de conseils et j'ai voulu tenter, si tu veux, une injonction à devenir entrepreneur dans le monde dans lequel on est. Je pense que tu en as une bonne illustration, c'est-à-dire que il y a à la fois évidemment le fantasme de la réussite facile, mais il y a aussi l'envie d'indépendance, tout ça qui m'a fait tenter l'aventure pendant 2 ans. Mhm. C'était un bon apprentissage avec pas mal de gadins et quelques succès. Et ce que j'en ai surtout retiré, c'est c'est un réseau, c'est-à-dire que j'ai rencontré énormément de monde et je me suis un peu découvert une passion pour le réseautage dans le sens, plus dans le sens pote que vraiment le sens intéressé du business derrière. Et ça m'a mené à, en 2019, devenir président de l'association de la French Tech de Barcelone où, où je m'éclate parce qu'on est, in fine, je pense, dans une période exceptionnelle pour la technologie et nous, dans un hub qui est comment dire, en pleine explosion, mais j'ai pas envie d'utiliser ce terme, j'ai plutôt envie de dire qu'il est raisonnablement raisonnable pour qu'on puisse bien comprendre comment il marche, pour qu'on puisse y être bien dedans, sans que ce soit en surévaluation ou trop dense, trop peut-être shaky comme ça à San Francisco, comme ça commence à arriver à Paris et Berlin, c'est-à-dire beaucoup de levées, beaucoup d'argent, enfin, peut-être un emballement. On est, à mon avis, au bon moment pour le Hub de Barcelone qui grandit, grandit, grandit d'année en année. Et je le vois parce que je passe énormément de temps à accueillir des Français qui viennent bosser dans le digital, des entrepreneurs, des talents, tout un tas de gens, des boîtes qui se lancent depuis ici, des boîtes qui décident de s'installer ici pour tout un tas de Bien sûr, raisons. Et c'est passionnant parce que tu as l'impression d'être là où ça se passe quelque part. complètement. Bah écoute, merci beaucoup Guillaume pour cette introduction très complète. On reviendra un petit peu en détail, un petit peu sur tout ce que tu viens de dire sur la French Tech, parce que je pense que ça nécessite qu'on s'y attarde un peu. Mais pour commencer, tu parlais de ton expérience chez Liligo. Bah, du coup, quand on a préparé ce podcast, on a commencé à regarder à l'époque, bah, voilà, la crise, ben, ça touche directement la boîte. Est-ce que tu peux nous reparler un petit peu de l'expérience que toi, tu vis actuellement chez Liligo? Puisque c'est ton travail aujourd'hui et comment vous gérez justement, cette crise du travel qui est en train de un peu de se résorber, de façon un peu hétérogène? Donc, c'est pas Ah encore ouais, global, mais comment c'est pas ça se encore passe, tu vois, de global. l'intérieur? Dis-moi. Alors de l'intérieur, bah, effectivement, on est quand même dans l'industrie qui est, parmi les industries qui ont été le plus impactées par le Covid, à une rapidité évidemment phénoménale. Et je pense que le voyage, l'événementiel, la restauration, tu sais, il y a quelques vraiment gros marchés qui se sont arrêtés. Alors, il y a des marchés qui sont totalement arrêtés, d'autres qui ont réduit, tu vois? Il y a même des marchés qui ont été plutôt en croissance. Nous, on était vraiment, le marché cible en fait d'un virus. Tu avais un peu l'impression que le virus nous en voulait à nous personnellement. Et en plus, on est nous un comparateur de vol, donc on est un peu en amont du tunnel d'achat. Donc ça s'est arrêté du jour au lendemain en mars. Et depuis 1 an et demi, il y a plusieurs choses qui peuvent paraître un peu contradictoires, mais qui définissent le moment. C'est que à la fois, effectivement, on a des chiffres qui sont beaucoup plus faibles que la même période en 2019. En même temps, il y a un peu un phénomène d'habitude, c'est qu'on s'est habitué à ce que les chiffres soient moins bons. Il y a aussi un peu un phénomène euh, on va pas dire, on est toujours optimiste parce qu'il faut toujours croire que le business va repartir.
Mais en même temps, on est un peu échaudé parce que cette pandémie a quand même eu plusieurs vagues. C'est-à-dire que, bah, évidemment, de mars à juin de l'année dernière, à moins 90, zéro, bah, évidemment, confinement. Ensuite, ça a un peu remonté pendant l'été. On a eu cette deuxième vague en septembre, c'est retombé. C'est un peu remonté début de l'année dernière, toujours à des volumes très faibles, mais la demande a commencé à repartir. Puis, il y a eu le variant Delta qui a mis le bordel. Et, euh, et là, on est dans un moment d'attentisme où on se dit, bon, peut-être que cette fois-ci, il n'y aura pas une vague qui va doucher nos espoirs. Du coup, voilà, on navigue un peu entre ces sentiments et la chance qu'on a chez Liligo, c'est qu'on est une petite structure. C'est une boîte qui est assez connue, mais finalement, on est peu nombreux. C'est combien de personnes d'ailleurs, C'est Liligo? une quarantaine de personnes, tu vois, 45 D'accord. personnes, euh, avec la chance, si tu veux, dans le malheur de ce marché pendant la pandémie, de ne pas être transactionnel. Ce qui veut dire que nous, on ne génère pas de réservation, on n'est pas transactionnel, donc voilà, on ne génère pas de Bien réservation, sûr. on ne fait que rediriger du trafic. Donc, on a heureusement eu la chance de pas se retrouver le 15 mars avec 600 000 appels par jour pour savoir où est-ce que c'en était mon vol d'annulation. Donc ça, au moins, on n'a pas eu cette espèce d'afflux monstrueux, évidemment, de demandes pendant ces premières semaines de la pandémie. Euh, et, euh, et on a vraiment, très rapidement, on s'est mis bah, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a coupé les coûts. On a vraiment réorganisé la boîte de manière à pouvoir faire le dos rond et à être résilient. C'est un terme qui est Bien devenu sûr. très à la mode, mais concrètement, dans les faits, ce que ça veut dire, c'est que ben, on ne dépense plus d'argent, on est précautionné avec tout, et on travaille les fondamentaux du business. Le business comme l'Illigo avait un modèle économique assez simple, presque un peu old school, qui était de vendre au clic le trafic qu'on redirigeait vers nos partenaires. Et on a dû opérer tout un changement de business model qui induit aussi un changement de produit, qui induit un changement de logique dans tout le traitement de notre data, de notre acquisition. Enfin, en gros, toute la chaîne est dû être transformée et qui était, en gros, pour les gens qui connaissent, c'est qu'on est passé du coup au clic à la performance. Donc la performance, c'est-à-dire on est rémunéré que lorsque le trafic qu'on redirige convertit. Du coup, ça veut dire que tu dois transformer absolument tout tes KPI. Enfin, tu ne vas pas tout transformer, mais tu dois Bien tout sûr, ouais, un réorganiser peu pour plus, oui. optimiser très, très différemment. Et bah, finalement, ce changement qui était un changement qui nous était demandé depuis des années et qu'on repoussait, évidemment, parce que c'est compliqué à mettre en place, que bon, il y avait quand même une question aussi de rentabilité voilà, qu'on repoussait Qui est sous-jacent, bien sûr. voilà, et on a été obligé en fait du jour au lendemain à le faire. Donc tu sais, c'est le côté, le bon côté de la période, assez paradoxalement. Ça fait qu'on sort de la pandémie avec un business qui est sain, c'est-à-dire qu'on est profitable, malgré le fait qu'on ait beaucoup moins de volume. On a un meilleur produit, on a un meilleur modèle économique qui est plus ajusté avec ce que veulent nos partenaires. Il ne manque plus que le trafic. Euh, la complexité qu'on a maintenant, c'est que moi qui m'occupe de l'acquisition du trafic, toutes nos logiques ont dû être revues. Donc on a encore beaucoup de boulot pour refaire l'achat sur Google, refaire toutes les mécaniques d'affiliation, tout ça. Et en plus, on a quand même été pas mal impacté évidemment en termes financiers, ce qui fait que nous qui avions l'habitude de faire beaucoup de pubs télé, beaucoup d'affichage dans le métro, qui avons été en fait, bien avant que j'arrive, mais parmi les premiers pure players à vraiment faire de la communication offline traditionnelle. Pour En rediriger sur le 2006, digital, ouais. ouais, en 2006, il n'y avait pas un site internet qui faisait de l'affichage bus et métro ou de la pub télé, il y en avait très peu. Aujourd'hui, il y en a partout, mais Liligo a vraiment été l'un des pionniers à dire, en fait, même si on est dans une culture du ROI et de la traçabilité, évidemment, le trafic qu'on génère depuis un affichage métro, il est très peu quantifiable, Oui. difficilement quantifiable. Ça a été un pari qui a été pris il y a très longtemps de faire ça, qui s'est avéré être gagnant. Aujourd'hui, la principale problématique qu'on a chez les Lego, c'est que, bah, évidemment, il y a un effet financier de la pandémie qui fait qu'on hésite à réinvestir dans le branding, dans la pub télé, dans la pub métro et bus. Et, et pourtant, la marque Liligo est notre asset principal. Donc voilà, moi post-pandémie, après avoir donc revu le produit et réorganisé, restructuré vraiment la manière dont fonctionne opérationnellement le business, la grosse question, c'est comment est-ce que on remet la marque devant ses utilisateurs? Comment est-ce qu'on fait renaître la marque
qui, par l'effet de la pandémie, a dû se taire, était forcé de ne pas annoncer pendant un an et demi. D'accord, et justement là, avec, les différentes réouvertures, les, heu, les passes sanitaires, les passeports vaccinaux, est-ce que tu l'as senti même en termes de trafic, conversion, qu'il y avait du coup une économie qui repartait? À Ouais. destination des vols, peut-être, du coup dans des pays un peu plus proches, est-ce qu'il y a une différence, tu vois? Ouais, ouais, clairement, en fait, le début de signal qui montre que ça repart, c'est quand, j'étais ne serait-ce que ce matin, tu verras, je parlais avec une journaliste de France Info. Une grosse partie de mon D'accord, boulot, c'est de faire des PR et d'essayer de me positionner à travers moi, la boîte, hein. C'est encore une fois pas de la bien mégalomanie. sûr. L'Illigo comme l'expert sur les chiffres et les tendances pour les vols et on a une super agence PR et franchement, on travaille bien. C'est-à-dire que ce matin, j'ai eu France Info et ce soir, j'ai Le Figaro. Et le signe qui montre que ça repart, c'est qu'on a des destinations plus lointaines commencent à remonter dans nos top destinations. Ça fait un an et demi que nos top destinations sont quasiment exclusivement soit du domestique, soit de l'Espagne, du Portugal, de la Grèce, quoi. Donc domestique, c'est vol interne. Vol interne, c'est du Paris-Marseille, c'est du Paris-Nice et de la Corse qui a beaucoup monté. Beaucoup de destinations ayant été fermées ou difficiles d'accès ou juste tendues en termes d'information parce qu'on ne sait pas. Bien Tu sûr. sais, il y a eu des cas, on ne va pas tous les ressortir, mais où d'un coup le pays a décidé de mettre une quatorzaine, une quarantaine de demander. Donc toi, tu te retrouves coincé dans le Voilà. pays, Donc ça a fait que les gens se sont rabattus sur ce que j'appelle les valeurs refuges, c'est-à-dire le tourisme domestique que nous, c'est-à-dire tu prends ta voiture et tu vas à 2 heures, ça on n'a pas, nous on ne va pas passer ce tourisme-là, mais on a bien senti par le fait que la Corse, en fait, des destinations françaises que tu peux atteindre en avion, on a bien vu qu'elles sont remontées vachement vite dans les classements. Donc en l'été 2020 et 2021, un peu moins 2021, surtout 2020, c'était quasiment exclusivement de la France ou des destinations proches. Donc Mmh. c'est pour ça que je dis que quand l'indice qui montre que le marché repart, c'est quand Montréal, quand Dubaï, quand bientôt New York, parce qu'on sait qu'en novembre, les US repartent, réouvrent les frontières, c'est l'indice que le marché reprend. Et de fait, ce qui se dit dans l'industrie, c'est que tant que les États-Unis ferment leurs frontières ou ne les réouvrent pas, c'est dans le sens dans lequel tu le prends, le marché ne pourra pas reprendre à plein. Et donc, évidemment, notre marché s'est réduit drastiquement, en fait, à des pays qui étaient accessibles. Et dans notre cas, c'était Espagne, Portugal, des domestiques. L'indice, c'est quand ces destinations lointaines reprennent, parce qu'en fait, c'est le reflet du fait que c'est plus sûr, c'est plus safe, les pays sont réouverts, donc on peut en voyager, donc le tourisme va reprendre un peu un flot normal, alors qu'on est en fait, l'industrie du tourisme a vécu sur un nombre de destinations beaucoup plus réduite pendant un an et demi. Très clair. C'est impressionnant en fait comment, vous avez, su vous adapter par rapport à tout ça, et je pense que là, les semaines, les mois à venir vont encore montrer, de nouvelles, tendances, des nouvelles choses, des fermetures, des ouvertures. Et justement, je t'entendais tout à l'heure, et je voudrais revenir un peu sur ce que tu disais par rapport à ta restructuration. Tu parlais de la restructuration des coûts notamment. Ouais. Je sais qu'en discutant avec pas mal de managers, même de CEO, d'entreprises, pas forcément dans le travel, mais qui ont été aussi impactés, je sais qu'un des réflexes a été effectivement de faire une liste un petit peu en mode, tu as utilisé le terme, tu sais, en mode cost killing. On coupe un peu les coûts, mais également, certains d'entre eux, ont commencé à rationaliser un peu l'usage d'outils pour aller chercher, justement, à automatiser. Est-ce que, du coup, chez Ligo, c'est quelque chose que vous avez mis en place et une réflexion que vous avez eue aussi à ce moment-là? Sur de l'outillage, alors oui, bon, il y a 2 phénomènes. C'est qu'en fait, en changeant de business model, on a été obligé de changer d'outil de data, en fait. Et c'est en partie parce que nos outils, on va dire, n'étaient pas adaptés et par ailleurs, mais sur l'automatisation, c'est un peu moins, vrai parce qu'en fait, j'ai le sentiment qu'on était déjà pas mal automatisé, en réalité. Donc, on a pas mal, enfin, vraiment sur le traitement de la data, c'est ce que tu dis, enfin, ce phénomène que tu donnes est assez vrai, c'est qu'on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on a comme outil aujourd'hui? Puisque changement de business model égale changement de manière de traquer, de manière d'interpréter la Bien sûr. data. Puis si je rajoute enfin, la GDPR qui fait que des outils comme Google Analytics sont aujourd'hui moins pertinents, ou ouais, il y a une réinvention de toute façon de la data. Donc on a fait ça pour les outils. Moi, de toute façon, je suis assez, j'aime bien faire joujou avec plein d'outils.
Mais de fait, on était pas mal, on était déjà pas mal outillés. Donc en fait, je sais pas si cette pandémie, moi, le seul exemple que j'ai, c'est les outils de data qu'on a changés. Mais si je peux te prendre un exemple de tous les Figma-like qu'on a utilisés depuis des années, où en fait, on aime bien de toute façon tester ces outils. Enfin, genre, c'est presque l'un des plaisirs qu'on a, au-delà même du fait que tu puisses gagner du temps et affecter positivement ta rentabilité. On est tous très outils friendly, quoi. Tool D'accord friendly. et justement, vous, votre organisation était déjà pensée pour, bah, typiquement travailler à distance? Ouais. Ou bien même, échanger, par, le simple biais d'internet, par exemple? Bah, nous, on était alors là où effectivement, tu as raison, j'ai oublié de mentionner ça, finalement le covid, à part que moi je me suis retrouvé pendant quasiment 6 mois chez ma belle-mère, ce qui était un grand plaisir, mais On la on est salue, voilà exactement. Heu, si elle nous écoute. c'est, heu l'Illigo en fait, c'est donc comme je disais, on est une petite quarantaine de personnes et on est répartis entre Paris, Budapest et Barcelone. Donc en réalité, on était déjà, des remote workers avant l'heure, puisque moi j'ai mon équipe marketing et pas l'entièreté de mon équipe marketing qui est à Barcelone. Il y a l'équipe de sales qui est à Paris avec un peu de marketing. Et tu as tout ce qui est IT, produit, finance et, euh, et data qui est à Budapest. Donc en fait, on avait déjà l'habitude de passer nos journées à hurler devant nos ordinateurs. Et ça, donc, du coup, on a été pour le coup, ça n'a pas été une révolution pour nous. Je pense au même titre que toutes les boîtes qui évoluent dans le même univers, on connaissait Zoom, on connaît Google Meet, on connaissait les outils. Ça, on a juste eu un usage un peu plus extensif de ces outils-là parce qu'effectivement, on ne pouvait plus se voir en personne. Maintenant, nativement, des business comme les nôtres, on est donc dans de l'intermédiation en ligne sur du voyage. On est déjà très outillé. Je sais pas, enfin, au-delà même des suites Google et de Slack et de tout ça, on est voilà, on est naturellement outillé. Maintenant, je pense qu'effectivement, on n'est pas forcément le meilleur exemple de l'utilisation des outils. En revanche, je pense que ça aide les boîtes SaaS à convaincre des gens qui n'ont, qui n'étaient pas forcément avant. Donc, je pense que ça, c'est l'effet de l'accélération de la digitalisation. Elle ne nous a pas affecté, nous. Je t'en pense positivement parce qu'on était déjà outillés. En revanche, je comprends que il y a des pans entiers de l'industrie qui, en fait, grâce à la pandémie, toujours l'effet paradoxal d'une pandémie qui a des effets positifs, Mmh. en fait, ont accéléré leur digitalisation. Nous, franchement, à part voilà, tous les modèles de data qui ont fait qu'on a dû utiliser d'autres outils et qu'on en utilise encore de nouveaux et qu'on a fait des ajustements, on était déjà pas mal. Mais pourtant, moi j'ai regardé, c'est plutôt ma casquette French Tech Barcelona, et je vois le pullulement de ces outils SaaS et c'est quand même c'est toujours aussi étonnant et assez passionnant de voir la révolution justement sous-jacente que ça signifie ces outils SaaS quoi. Parce que Oui, bien sûr. tu crois pas, tu vois arriver encore un outil sur la comptabilité. Prends une boîte comme Agicap je fais une petite digression, Mais je t'en prie. mais je trouve ça vachement intéressant d'abord. Mais tu vois, prends un outil comme Agicap qui a levé 100 millions. Alors aujourd'hui, bon, lever 100 millions, c'est comme lever 1 million il y a 10 ans, ça devient presque banal, mais un outil qui fait du suivi, de la gestion et de l'anticipation de trésorerie, je veux dire, le fait que ces boîtes-là soient promues à travers leur levée de fonds, à travers le fait qu'ils utilisent on va dire des modes, des typologies de communication, des stratégies de com assez proches du B2C en réalité, c'est-à-dire qu'ils te rendent sexy, ils essayent en tout cas de rendre sexy le suivi de la trésorerie. C'est ça que je trouve assez fantastique, c'est qu'en fait, est-ce que toi, David, avant de connaître ta JCap, tu avais connaissance, conscience ou même intérêt de voir que le suivi de la trésorerie est effectivement un vrai sujet dans les boîtes, à tel point que une entreprise qui améliore cette fonction d'entreprise de ses clients puisse lever 100 millions. Je pense que la pandémie, elle a eu, je sais pas si elle a un effet accélérateur, mais moi, ça, c'est ça qui m'étonne, c'est de voir, de découvrir en fait des pans entiers de business qu'on observe de loin quand c'est pas dans nos fonctions et qui en fait se retrouvent carrément rendus sexy par ces boîtes SaaS. Ça c'est marrant. Je me dis que Ouais, avec toutes les complètement. personnes à qui tu parles, tu dois voir ça. Il y a des fonctions qui nous paraissaient au mieux rébarbatives, qui redeviennent quasiment sexy parce qu'on les met C'est dans ça. voilà, on crée de l'efficience,
on crée de l'automatisation, on crée voilà, du scale, et d'un coup, bah, l'exemple qui est maintenant quasiment historique, parce que la boîte a 6 ou 7 ans, c'est Payfit. Complètement, complètement et justement, nous on discute beaucoup avec, cet univers. Forcément, c'est le sujet qui nous intéresse, nous, chez Senpai.io et effectivement, la crise a fait, croître ce marché du SaaS et on consomme et on conçoit le SaaS différemment aujourd'hui, même s'il y a encore pas mal de latence, je sais pas, technologique en tout cas. Mais pour les nouveaux acteurs qu'on voit un peu arriver, là sur le marché ces derniers mois et années, il y a, un changement de prise de conscience. Puisqu'aujourd'hui, Ouais. on crée la technologie pour le client, donc on parle toujours de customer centric, mais en réalité, dans les faits, les solutions étaient très peu customer centric, hein. Il y avait qu'à voir les interfaces, même les fonctionnalités à quoi elles répondaient, elles étaient pas adaptées pour un usage. En tout cas pour des technophiles peut-être, mais en tout cas pour le grand public non et justement, ces sujets-là que tu soulignes au travers de ton exemple, c'est clairement des problématiques, métiers et qui aujourd'hui peuvent être adressées et sensibilisées auprès d'un plus grand nombre et c'est vrai que ça, pour le coup, ça c'est un mouvement qu'on observe nous au quotidien aujourd'hui Ouais. et justement tu parlais un petit peu de la French Tech Barcelone, ça me fait une transition toute trouvée du coup Guillaume, merci. Du coup, c'est ta deuxième casquette du Ouais. jour. Merci déjà pour ton témoignage sur Liligo. Je pense que ça intéresse beaucoup de gens, puisqu'il y a sans doute beaucoup de clients de Liligo dans l'audience. Et du coup, French Tech Barcelone. Alors, tu nous en as parlé à l'introduction. Donc, tu es à sa présidence depuis 2 ans, c'est ça? Ouais, un peu plus de 2 ans, ouais. Un peu plus de 2 ans. Donc, tu es au soleil et Mmh. en plus, tu vois émerger un écosystème justement assez florissant. Mais déjà, peut-être pour remettre un peu le contexte, c'est quoi la French Tech Barcelone? Grande question, mais justement, est-ce que tu peux nous expliquer ça simplement? Bah, toi, David, toi, tu connais bien la French Tech parce que je vois sur LinkedIn, je te vois poster des photos où tu poses à côté de gens emblématiques de la French Tech. On sait ce que c'est que la French Tech, c'est le coq, ça a été créé, alors, je crois vraiment au départ par Arnaud Montebourg, ce qui est quand même assez amusant en fin de compte, puis propulsé par successivement Fleur Pellerin et Macron quand il était ministre. L'idée de base, c'est de réunir, en France, c'est de réunir des entités qui existaient déjà un petit peu et d'en créer de nouvelles pour vraiment faire une bannière pour montrer au monde entier, faire rayonner la technologie française et les boîtes de tech françaises dans le monde entier. À l'origine, c'est plus ou moins c'est pour répondre à la question comment faire pour aller au CES de Las Vegas en 2013 avec une délégation qui a un nom et qui soit pas juste qui sont un peu mis dans un contexte et un peu sous une bannière. Et donc, ça a quand même eu un succès formidable. Tu vois ce que c'est devenu, et même avec le recul, quand on voit maintenant le nombre de licornes qui sortent tous les ans de France. En fait, c'est une initiative qui est super parce que ça nous donne une identité à l'international. Ça crée des réseaux dans les villes françaises et vraiment, ça booste notre tech et les startups du pays avec évidemment l'aide de la BPI, avec tout ce que fait l'État. Et franchement, on peut faire beaucoup de French bashing pour tout un tas de sujets, mais en tout cas pas pour l'énergie qui est mise derrière la croissance, l'aide à la croissance des startups. Du coup, en 2015-2016, quand cette initiative en France a commencé vraiment à décoller, à être reconnu, il a été décidé de faire des appels à candidature pour les capitales mondiales. Parce que des Mmh. Français, il y en a partout, et que des Français qui montent des boîtes ou qui bossent dans la technologie, il y en a dans beaucoup de villes et beaucoup de pays. Évidemment, emblématiquement, tu penses à San Francisco ou à Londres, mais il y en a à Cracovie, il y en a en Roumanie. Vous savez, maintenant, il y a Utip, par exemple, il y a dans ces pays, dans tous les pays du monde, des Français qui bossent dans des boîtes tech ou qui montent leur boîte tech depuis n'importe où. Puisque c'est le principe de la tech, tu peux le faire à peu près n'importe où. Et du coup, il y a une première version entre 2016 et 2019 de cette association qui a pour but vraiment de rassembler les entrepreneurs français installés dans les villes, parce que c'est très local, hein. Ce ne sont pas les pays, ce sont vraiment les villes, pour les réunir, pour les aider quand ils arrivent, pour les animer, avec une sorte de double patronage. C'était en tout cas comme ça au début, des chambres de commerce et de Business France, qui sont, on va dire, les institutionnels qui s'occupent historiquement soit de réunir les boîtes françaises dans les pays, soit d'aider les boîtes françaises à se développer dans ces pays, ce qui est le boulot de Business France. Et la French Tech, c'est une sorte de déclinaison de ces institutions
mais uniquement sur le segment, sur le marché technologique. Euh, Après, il y a eu une requalification une relabellisation en 2019, parce qu'en fait, l'État français avait un peu mis d'argent en se demandant qu'est-ce qu'on fait à donner de l'argent à ces entités qui, en fait, ont un peu leur vie propre, qui n'ont pas qui opèrent très localement, donc qui n'ont pas forcément une stratégie globale ou une opération globale. Et donc, ils se sont dit, on va rendre les choses plus simples. On va créer des associations locales, donc de droit espagnol, de droit anglais, de droit, voilà, pour qu'en fait cette association de la French Tech reprenne une certaine indépendance et puis prolonge la vie, mais sans avoir un lien, en tout cas pas de lien financier, ça c'est sûr. Il y en avait un petit avant, maintenant il n'y en a plus du tout. Et voilà, de dire, on donne les clés d'une association locale à des entrepreneurs pour qu'ils fassent ce boulot qui est de accueillir les boîtes qui arrivent, accueillir les boîtes et les talents, d'animer à travers de l'événementiel, à travers vraiment du networking entre des gens qui partagent deux choses, c'est d'habiter bon, nous sous le soleil et de travailler dans la tech, donc ils ont déjà ils ont déjà des intérêts communs et donc on va les rendre convergents en faisant networker tout ce beau monde. Et puis tu as ce que j'appelle moi l'accompagnement qui est le support, qui passe par tout un tas de petites initiatives. Et pour t'en donner certaines, c'est comme on peut faire des startup challenge. Moi, j'en ai fait un l'an dernier. On peut faire des bourses. Il y a eu des bourses French Tech. On peut faire des événements communs avec les écosystèmes locaux. C'est ce qu'on appelle le support. C'est-à-dire que non seulement nous, notre boulot, c'est de dire, voilà, il y a des entrepreneurs qui veulent installer leur boîte ou la lancer depuis Barcelone. Moi, je les Mhm. aide, je leur donne les contacts. Ensuite, l'animation, c'est je les réunis au même endroit pour qu'ils fassent connaissance. Et puis un peu l'achèvement, c'est d'avoir des initiatives fortes autour de l'emploi, autour de l'inclusion, autour de grands thèmes. Voilà, on va faire autre chose qu'en gros faire des apéros, même si c'est génial de faire des apéros ou d'écrire des emails d'introduction, ce que je fais toute la journée. On va créer des programmes où la grande enfin mon gros projet de l'année, c'est de faire un institut de formation. On est assez libre de pouvoir opérer dans les limites d'un certain cahier des charges que nous a donné la French Tech centrale à Paris. Et ben on crée des initiatives. Typiquement l'an dernier, on avait tous une initiative pour le coup globale qui était d'écrire des welcome guides. Donc Mhm. écrivez un guide où vous donnez les informations à savoir pour toutes les boîtes, entrepreneurs ou talents qui veulent s'installer dans votre ville. Et voilà, on a tous sorti des guides, on les a fait en local, mais on les a partagés à un niveau européen, et ainsi de suite. En fait, ce qui est génial, c'est que tu as un matériau très dynamique avec lequel, quelque part, tu joues. Pourquoi? Parce que c'est une association, c'est pas un business, c'est vraiment un grand, moi j'appelle ça un grand BDE, tu vois, c'est un grand BDE, et de là, tu essaies d'en sortir des initiatives. Et notamment, il y a des sujets qui sont un peu des arlésiennes, mais de vouloir faire un job board, de vouloir enfin, de créer des boîtes à outils qui sont faites un peu par des entrepreneurs pour des entrepreneurs, par des gens du monde de la tech. Forcément, c'est assez efficace parce que dès que tu lances une idée, il y a toujours des gens qui sont prêts à t'aider. Il y a des gens qui sont prêts à mettre la main à la pâte. Et c'est une manière de créer réellement une communauté qui va finir par bosser ensemble. C'est un peu l'idée, c'est bosser ensemble et de faire en sorte que ces boîtes françaises, on leur donne les outils, on les aide pour grossir leur business ici, mais ce qui finalement, comme ce sont des boîtes françaises pour la plupart, fera rejaillir cette valeur-là sur le territoire français. Justement, là, j'en profite, cette communauté, là, aujourd'hui à Barcelone, hem, à combien d'entreprises représentent cette communauté aujourd'hui? Comment elle a évolué un petit peu dans le temps? C'est quoi un peu sa typologie? Parce que tu parles de talent, tu parles d'entreprise, il y a des stades d'évolution différents. Aujourd'hui, comment ton accompagnement au sein de la French Tech Barcelone, se se manifeste? Voilà, se manifeste. Ouais, alors ça change beaucoup. Et pour donner le chiffre, il y a à peu près 250 boîtes qui composent cet univers. Alors quand je prends les boîtes, ça peut être le cabinet comptable qui a un French Desk qui travaille avec des boîtes tech, jusqu'à Criteo ou jusqu'à l'une des boîtes les plus emblématiques récemment, qui est Pepernest, qui a un énorme campus ici, 750 employés, qui a un truc magnifique et assez mastoc. Et donc, c'est 250 entreprises de toute taille. Le nombre de gens, franchement, comme c'est une association qui n'a pas un membership payant et que c'est très ouvert, j'ai aujourd'hui autour de 800 membres inscrits, en gros inscrits à ma newsletter, hein. Et en revanche, si tu extrapoles, c'est peut-être 3 ou 4 000 personnes. En Catalogne, on est officiellement 40 000 Français, mais officieusement,
le double. Donc en fait, c'est une ville, voilà, c'est une petite ville de province, voire une ville moyenne de province, installée à Barcelone. Donc ça fait beaucoup de monde que ça peut intéresser ou qui pourrait être compliant. Et justement, tout à l'heure, tu me disais, il y a, il y a une caractéristique un peu spécifique à Barcelone justement, il y a une concordance, il y a une équation parfaite quasiment et même historiquement, c'est quand même un hub technologique, en tout cas les entreprises venaient pour de bonnes raisons, notamment sur l'outsourcing et que ça a un petit peu évolué aussi, tu me disais. Ouais, ça c'est le vrai changement de ces 10 dernières années, c'est qu'effectivement Barcelone était considéré jusqu'à il y a 10-12 ans comme étant un endroit parfait pour pour outsourcer des opérations de service client. Je te la fais très résumée, mais c'est-à-dire que il y a des grands floors de service client et que les boîtes françaises, comme il y a beaucoup de Français, puisque la destination est en soi attractive, il y a beaucoup de Français qui venaient pour faire ce petit job. C'est-à-dire, typiquement, tu finis tes études et tu te dis, je vais aller passer 1 ou 2 ans à Barcelone et tu prends un job dans un call center. Il y en avait une tonne. Et donc, ça a un peu cette image en tant qu'employé, un endroit sympa où passer quelques années au soleil en ayant un boulot qui n'est pas forcément très épanouissant, mais qui te permet d'avoir une vie sympa. Et, euh, et, 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 et Barcelone a radicalement changé, enfin pas radicalement parce qu'il y a toujours des call centers, mais Ça a a évolué, oui. vraiment évolué, notamment grâce aux événements comme le Mobile World Congress, sous l'impulsion aussi des autorités catalanes pour dire non, on est un hub technologique. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a, dans les 10 dernières années, des boîtes espagnoles ou catalanes, ils aiment bien faire la différence, qui se sont créées, qui se sont développées et qui sont devenus des acteurs importants. Le meilleur exemple étant Glovo, qui a levé des milliards et qui est vraiment qui est devenu une licorne et qui a un magnifique succès. Puis tu en as d'autres comme Typeform, Travelperk, voilà, t'as des boîtes qui sont nées, qui ont opéré depuis Barcelone. Et pour les Français, si tu veux, il y a le mix, il est que il y a 15 ans, c'était euh, la fourchette qui met son service client, tu vois, à Barcelone et ses opérations, c'est-à-dire tout ce qui est SDR et tout ça. Euh, Aujourd'hui, on a à la fois des scale-up françaises qui choisissent l'Espagne comme premier ou deuxième marché à l'international pour tester l'internationalisation après avoir réussi sur leur marché domestique. Donc, c'est typiquement du Payfit, Conto, enfin les big names qui décident de s'installer à Barcelone pour adresser le marché espagnol. Mais, euh, mais en voyant qu'à Barcelone, tu as accès à des ressources multilingues qui coûtent un peu moins cher et de bonne qualité, il y en a pas mal qui décident d'en faire un hub. C'est-à-dire qu'au-delà de servir le marché espagnol, on va mettre de l'IT, mano mano, à 100 ou 150 développeurs installés à Barcelone. Peppernest a 750 employés, dont beaucoup D'accord. adressent le marché français. Donc c'est devenu une boîte, et alors c'est du shared service center, et c'est plus du nearshoring ou de l'outsourcing, c'est vraiment on met du dev, du design, des fonctions importantes qui viennent pour servir l'ensemble des autres pays, des boîtes. Ça, c'est le premier bloc, c'est la scale-up qui débarque. Et en ce moment, il y a un phénomène de rattrapage après le Covid qui fait que je dois avoir 3 ou 4 calls ou meetings par semaine avec ce type de boîte. Ah oui. Et typiquement, Content Square va faire un hub bientôt. Il y a Fleet qui arrive, il y a Cubine qui est en train d'arriver. Enfin, il y a vraiment des très des beaux succès de ces 4 5 dernières années qui en fait, ont décidé de repousser en 2020 leur arrivée et qui maintenant se disent allez, on y va, on lance. Effectivement, Content Square veut mettre une partie de son produit, de son IT et pas juste une partie d'opération, quoi. Et après, tu as les Français qui habitent ici et qui montent des boîtes, qui lancent des boîtes depuis ici pour opérer intégralement depuis Barcelone, puisque tu as des ressources multilingues, tu as accès à des techs, ce qui est quand même le nerf de la guerre. Aujourd'hui, à Paris, pour recruter un développeur, c'est devenu un enfer. C'est de plus en plus difficile ici, mais c'est possible parce que la destination te permet aussi d'attirer des gens de l'extérieur qui viennent à Barcelone. Et là, il y a des exemples. Bon, moi, il y a mes quelques chouchous comme Amenities, Tool for Staffing et d'autres qui sont en train de se développer vraiment très fort et qui lèvent des fonds qui sont pas ce qu'étaient les boîtes de Français à Barcelone Mmh. il y a 15 ans ou il y a 10 ans, où il y avait peu de grosses boîtes
Il y en a quelques-unes comme GetApp ou Verici qui sont devenues des grosses boîtes, mais c'était plutôt des boîtes de taille plus moyenne. Là, on a des projets ambitieux de mecs qui veulent, de mecs et de filles, hein, pas évidemment, qui veulent embaucher 200, 300, 400 personnes et faire des. Enfin, voilà, on va probablement, et en tout cas je le souhaite, avoir des licornes ou des boîtes très valorisées de Français qui ont commencé, qui opèrent depuis Barcelone. Pour l'instant, il y a eu quelques success stories, mais je vois arriver, enfin je vois se développer de plus en plus vraiment de boîtes importantes qui vont avoir un impact sur leur marché. Et donc tu rajoutes, ça c'est vraiment les boîtes born in Barcelona. Et le dernier groupe, c'est que les autres boîtes de technologie, donc si je dis Glovo par exemple, ou Typeform, il y a des Français à tous les étages. Tu vois, ou Adevinta, la partie classified de Schibsted, c'est-à-dire qui a racheté eBay, qui est Le Bon Coin. Voilà, il y a un gros centre à Barcelone. Et dans toutes ces boîtes-là, tu as un Français qui traîne, un ou deux ou 10 ou 100. Et chez eDreams, ce Digeo, qui est mon employeur, il y a aussi ces bourrées de Français. Donc c'est ça qui crée cette communauté, tu vois, qu'on appelle le French Tech, mais de Français qui travaillent dans la tech ici. Et c'est là qu'il y a une richesse, parce que tu as, voilà, un jour Payfit qui fait l'inauguration de son bureau de 10 000 m². Le lendemain, tu vas voir des petits jeunes qui montent leur boîte SaaS depuis un coworking à Barcelone. Et après, tu vois le responsable M&A ou le CFO d'une boîte importante internationale basée ici. Et c'est ce qui compose cet écosystème. Et franchement, ce qui le rend passionnant, parce qu'il y a une diversité de profils, une diversité de projets, des tailles. C'est vrai que j'étais pour te raconter une anecdote. Je parle beaucoup de Pepper.Nest, mais parce que je les ai vraiment suivis depuis D'accord. le début de leur installation. J'ai été mis en contact à travers leur fonds par Pepper.Nest. Ils disaient, ouais, on a 100, peut-être 100, même moins, peut-être de 100 agents de service client à Paris. On va pas continuer comme ça, soit on va en province, soit on va à Barcelone, soit faut qu'on s'organise parce qu'on grossit trop vite et qu'on n'arrivera pas. Alors évidemment, ça coûte cher et puis on n'arrivera pas à trouver tous ces profils pour Paris. J'ai rencontré Benoît, qui est le cofondateur, et on est devenus très potes. Puis je l'ai emmené dans un beau jardin d'hôtel et j'ai dit voilà, Barcelone, je lui ai expliqué quels étaient les avantages. Aujourd'hui, il se trouve qu'ils ont et Barcelone et la province à côté de Reims, mais ils ont, tu vois, next thing you know, enfin 3 ans plus tard, 3 ou 4 ans plus tard, ils ont 750 personnes ici. euh, et des bureaux qui sont magnifiques. Je suis allé le voir lundi. Et tu vois, ce type enfin, c'est impressionnant d'avoir une boîte que tu as vu débarquer avec une cinquantaine de personnes, qui est 750 et qui n'a pas décidé d'arrêter de grossir. Et Barcelone lui a offert sur un terreau assez fertile pour pouvoir supporter l'hypercroissance. Parce que s'ils étaient à Paris ou même en province, dans certains cas, ils n'auraient peut-être pas pu trouver et des services clients, et des techs, et du produit, et des designers, et des marketeurs. Et ils ont pu le faire à Barcelone. Donc c'est ça qui est l'intérêt pour ces boîtes-là. Et il y a des échelles qui sont très différentes. Il y a des petites boîtes qui font du conseil pour à 2 personnes, jusqu'à Pepper.Nest à 750, et ça continue à grossir. Et tu vois, mon rôle là-dedans, c'est d'interconnecter les gens. Ça commence à devenir au-delà de mes capacités, parce qu'il commence à en avoir tellement qu'il faut gérer. C'est beaucoup de temps de cerveau disponible. Et donc, voilà la dynamique dans laquelle on est. Du coup, c'est ça les boîtes. C'est très varié, mais elles ont un point commun, c'est que Barcelone offre certains, tu vois, des éléments clés pour pouvoir Et grossir sainement. vite. Voilà. Et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça que Barcelone est intéressante, parce que tu peux tout à fait opérer un business mondial depuis ici. En tout cas, le sud de l'Europe et la France, il y a ce qu'il faut comme profil de qualité pour que tu n'aies pas besoin d'avoir un bureau à Milan, un bureau à Madrid, un bureau. Voilà. Tu peux opérer ou centraliser des opérations ici. Et voilà, mon job, c'est de faire en sorte que les gens, les CEO qui débarquent ou les talents qui cherchent des jobs se rencontrent dans un cadre justement de communauté d'intérêt qui n'est pas un club de business en tant que tel, mais qui est vraiment une association ouverte à tous où ce qu'on veut, voilà, j'ai envie de dire, c'est créer de la valeur. C'est un peu une débilité de dire ça comme ça, mais c'est d'avoir un élan très positif, très dynamique de construction d'un écosystème crédible et important sur la scène européenne. Et le tout au soleil et avec vue sur Méditerranée en plus. Alors, c'est sûr que le sous-jacent absolu, c'est ça. C'est-à-dire que, bon, évidemment,
c'est Barcelone, sa position géographique, le soleil, la bonne bouffe, les terrasses, enfin, tout ce que j'ai toute la journée qui fait que il y a des gens de partout dans le monde qui viennent s'installer parce que la qualité de vie est géniale et donc qui donne un argument de plus à ces Absolument. boîtes pour s'installer. Donc c'est effectivement le cercle vertueux. Il vient du soleil. Ça, il vient absolument du soleil, de la mer et de la proximité de la montagne. Donc je veux dire, c'est pas moi qui ai créé ce mouvement tout seul. C'est vraiment parce que Barcelone est un endroit phénoménal pour vivre. Donc, bah, on va. Donc, les gens viennent, les boîtes viennent, et ça fait un écosystème de plus en plus important. Eh ben, écoute, on invite les auditeurs à aller sur Liligo et se prendre un billet, simple pour, Barcelone s'ils veulent s'installer et te contacter et la boucle est bouclée comme ça avec le podcast. Mais merci beaucoup Guillaume. Peut-être, pour puisqu'on arrive un peu au terme du podcast, hein, c'est passionnant en tout cas ce que tu nous racontes, c'est vraiment le témoignage terrain. On peut pas avoir quelque chose de plus, concret et je te remercie pour ça Guillaume. Mais quelles sont un petit peu les actus là qui vont arriver? Là, on enregistre ce podcast, on est en octobre, cette fin d'année. Comment tu la vois au sein de, bah, alors Liligo et également chez French Tech Barcelone? Alors pour l'Illigo, bah, je pense qu'on est en train de progressivement sortir de cette période trouble. Ce qu'on ne sait pas, c'est à quel niveau la demande va se stabiliser. Parce qu'on sent que voilà, ça augmente, mais peut-être que le marché du voyage va avoir réduit, peut-être qu'il aura augmenté. On ne sait pas, mais c'est l'exemple de revoir Montréal dans le top des classements que je te disais tout à l'heure. On sent que là, c'est bon, c'est reparti. Donc, on est regonflé à la bloc parce que je pense qu'on a fait un bon produit, qu'on a réussi à sortir des fonctionnalités, des choses qu'on avait vraiment dans les cartons depuis longtemps. Donc, ça, c'est positif. Moi, franchement, je pense qu'on va Bah, on pouvoir. croise les C'est doigts. positif. Moi, ma question, c'est quand est-ce qu'on pourra repartir à faire de la pub télé. Et pour la French Tech, ben, si tu veux, ça fait 2 ans et demi qu'en gros, je passe à peu près tous mes déjeuners et toutes mes soirées avec des entrepreneurs et je m'éclate et j'ai fait des rencontres géniales et j'ai pu investir dans des boîtes et j'ai pu aider des gens à trouver des boulots, j'ai pu matcher des Mmh. gens pour monter des boîtes ensemble. Enfin, je vis un truc un peu, alors qui est une vraie machine à laver parce que c'est d'une intensité humaine, si tu veux, et puis professionnelle assez peu commune. Et là, je me suis dit, il est temps qu'on commence à créer vraiment alors, j'ai pas envie de parler d'assets, mais des choses un peu concrètes. Parce que c'est très sympa de faire des événements. Les gens te remercient. C'est très sympa de dire, voilà, qui tu dois parler pour ceci, pour cela. C'est-à-dire que maintenant, je shoot des contacts WhatsApp, tu vois, 10 par seconde. Euh, Tu veux aller un peu plus loin, mais quoi. le gros projet sur lequel je travaille, voilà. Et aller plus loin pour moi, en discutant justement avec une de ces boîtes, qui me disait j'ai du mal à trouver des commerciaux bien formés. Je dis qu'il y a quand même un paradoxe. D'un côté, il y a des floors de service client avec des francophones euh, qui travaillent donc dans des centres d'appel toute la journée, voilà, et dont je pense que c'est pas le boulot le plus épanouissant du monde, mais c'est un bon landing job quand on arrive à Barcelone. Et de l'autre côté, je vois déferler des boîtes SaaS, mais pas uniquement que des boîtes SaaS. Maintenant, c'est un peu devenu le nom commun, mais en réalité de la marketplace, enfin, des boîtes tech en tout cas, qui cherchent des commerciaux. Et je me suis dit, ben, allons créer un institut de formation qui aura pour objectif de former ces profils-là à devenir des professionnels de la vente en SaaS. Et là, c'est quelque chose de concret qui est au service de cet écosystème et de cette communauté et qui, à mon avis, peut avoir un impact ultra positif pour tout le monde. Et donc, j'ai pitché ça au consul, à notre nouveau député des Français de l'étranger, à beaucoup de monde. Et si tout se passe bien, on commence dans un mois notre premier pilote avec une vingtaine de candidats sur 4 semaines, vraiment pour délivrer une formation hyper pragmatique, hyper opérationnel, pour pouvoir permettre ce passage, on va dire, qui n'est pas forcément évident, parce que si tu es dans un call center et que tu postules pour des boîtes, tu ne sais pas forcément ce que les BDR, SDR, ces terminologies veulent dire. T'es un peu et d'autre côté, la boîte s'est dit ouf, elle est peut-être pas forcément non plus très réceptive à ce type de profil. Et nous, on se dit, ben non, on va faire un peu. Alors, il y a plein d'exemples hein, de formations équivalentes en France, des iconoclastes, des wagons pour la partie technique, le wagon qui est d'ailleurs aussi à Barcelone. Et on s'est dit, ben nous, on va faire ce mini institut de formation, comme ça, au moins, on pourra dire aux boîtes, ben, regarde ça, on les a formés pendant 4 semaines, donc on les a sélectionnés. Et voilà des gens qui, même si sur leur CV, ça ne se voit pas que ce sont des bons éléments pour toi, ben nous, voilà, on te les a formés et tu peux leur prendre. Et ce qui est normalement, ce qui j'espère va se passer, c'est que
ces tests vont devenir vraiment quelque chose qui est un peu à l'échelle parce que je vois arriver plein de boîtes et que je sens que là, on peut solutionner un problème. Je ne pourrais pas faire la même chose avec les profils tech parce que ça demande trop de technicité, Bien justement. sûr. Mais sur ces profils-là, je pense qu'on a une carte à jouer. Et en tout cas, c'est hyper enthousiasmant parce que tout le monde adore. Et voilà. Donc, à voir selon quand sortira ce podcast, si ma prédiction de dire que dans un mois et demi, on lance le pilote. Mais on Eh fait tout ben, pour, on en tout cas. suivra ça avec attention et de toute façon, tout sera mis en description, Guillaume, ainsi que tes coordonnées. Du coup, est-ce qu'on peut te joindre quelque part, Guillaume? Si on veut te contacter, Oui, LinkedIn beaucoup. principalement? LinkedIn et puis sinon, guillaume@frenchtechbarcelona.com. Je tâche d'être le plus réactif possible Ouais, je confirme, mais tu ouais, ouais, réponds, hein, c'est comme ça que je t'ai je contacté réponds. d'ailleurs. Exactement. Moi, c'est mon métier, oui. L'engagement que j'ai avec ce poste à la French Tech, c'est vraiment de tâcher de répondre au maximum de monde. Eh ben, écoute, on le sent de toute façon, la passion que tu as, dans tes 2 travaux donc nous on te souhaite juste, bah, que ça continue comme ça, que vous continuez à vous grossir et avoir, un maximum d'entreprises, à Barcelone. Nous, on espère aussi passer un jour, à Barcelone chez Bien Senpai. On sûr, viendra te faire un coucou, à l'assaut et plaisir aussi bien de sûr, j'allais te le dire. J'allais te le dire. J'ai hâte qu'on prenne un selfie tous les 2 sur une belle terrasse de Barcelone, avec vue lors de sur, votre, de l'architecture Gaudi, hein. exactement, Eh ben, merci beaucoup exactement. Guillaume de ton temps, de ta pédagogie aussi parce que c'est pas forcément un univers que tout le monde connaît forcément et aussi de ton témoignage sur les Lego qui, le contexte actuel et c'est un reflet, de la crise directe donc merci pour ça et bah, écoute, très bonne continuation et merci encore d'être venu, témoigner sur le podcast de Senpai. Merci beaucoup David, à très bientôt. Salut Guillaume. Ciao. Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast de Senpai. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, rien de plus simple, partager ou tout simplement parler du podcast autour de vous, cela sera d'une grande aide, je vous l'assure. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain épisode et si vous ne pouvez pas attendre, une seule adresse www.senpai.io pour écouter d'autres témoignages passionnants. À très vite sur le podcast de Senpai.